Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marie-Astrid, je travaille à Scaleway et je suis product designer. Donc déjà, bonjour. Donc déjà, pour commencer, je vais un peu vous parler de Scaleway, donc ma boîte actuelle. Donc déjà, Scaleway, c'est un fournisseur multicloud pour start-up et développeurs. On est très très fiers d'être français, mais on est aussi à l'international et bien implanté en Europe, parce qu'on a aussi 6 data centers qui sont en France, aux Pays-Bas et en Pologne. Il faut savoir aussi que, en résumé, Scaleway, c'est déployer son infrastructure dans le cloud grâce à un écosystème complet avec du bare metal, de l'intelligence artificielle et même des serveurs dédiés. Donc là, on est au stade de la présentation où vous voulez partir parce que vous n'avez pas compris ce paragraphe. Et c'est pour ça que j'arrive avec un nouveau schéma. Je vais vous montrer un peu un cas d'usage dans lequel une entreprise, ou en particulier, mais là dans le cas d'une entreprise, utiliserait Scaleway. Imaginez la VOD, plateforme de vidéo à la demande, on va l'appeler Netflix. Et il faut imaginer, on est mardi 15h, versus on est samedi 20h, et c'est le dernier épisode de la série à la mode. Clairement, il n'y a pas le même nombre de personnes qui vont se connecter à Netflix. Et donc c'est là que Scaleway intervient. Donc Scaleway, il va louer des serveurs, donc en gros des ordinateurs, qui va un peu pallier à cette charge. Et Scaleway, il va se permettre un peu d'équilibrer cette charge au fil des jours. Et c'est pas du coup à la plateforme de vidéo à la demande de le faire. Et donc c'est comme ça aussi que Scaleway a plein de produits en rapport avec le réseau. Et on a aussi plein d'autres cas d'usage où on facilite un peu la vie des entreprises sur leur infrastructure. Et aussi à Scaleway, tout de suite, là, ça vous parle de tech, de développement, d'infrastructure. Mais il faut savoir qu'à Scaleway, il y a plein de métiers à Scaleway. Vous pouvez être juriste, rédactrice technique, commerciale, ou comme moi, product designer. Donc product designer, plus concrètement, c'est concevoir des interfaces qui vont allier besoins utilisateurs et stratégie d'entreprise. Donc en gros, mon métier, c'est de mettre l'utilisateur au centre de tous nos produits, d'en faire des interfaces visuelles et de prendre en compte les innovations que l'entreprise veut mener. Et évidemment, mon but, c'est mon but absolu, c'est qu'il y ait une expérience positive. Donc pour une expérience positive, il faut interviewer des utilisateurs, il faut bien sûr faire des ateliers itératifs ou alors simplement avoir des outils analytiques pour un peu analyser comment les utilisateurs utilisent nos produits. Donc ça, c'est mon job. J'ai fait un petit constat, ce qui m'a mené à écrire cet article, où en fait je me suis rendu compte que moi à l'école, j'avais plein de projets, je pouvais même choisir un peu les sujets sur lesquels je parlais, j'étais jamais vraiment perdue. C'était bien sûr, il y avait du challenge, mais ça allait quoi, j'étais en école. Et puis je me suis rendu compte du coup que je n'avais jamais travaillé sur un sujet que je ne connaissais pas. C'était toujours ou des sujets que je connaissais, j'utilisais des services dans la vie quotidienne, ou alors au moins le concept de base est quelque chose que je connaissais. Et donc après, je suis allée en entreprise, je suis allée en agence, des nouvelles contraintes que je n'avais pas anticipées, mais ça va, on commence à s'en sortir. Et bim, Scaleway. Donc recruter chez Scaleway, super team, des challenges super, vraiment une équipe géniale, mais je ne comprends rien aux produits qu'on vend, les produits que je dois designer. Donc je panique et ma team me dit « mais non, ça ira », mais je panique toujours et je me suis dit « il faut que j'ai une solution à ce problème ». Et donc je vais vous raconter comment je m'en suis sortie et comment je m'en sors encore aujourd'hui. Donc déjà, on va essayer de ne plus paniquer. C'est l'étape 1. On n'essaye pas de comprendre pour l'instant. On essaye de se rassurer dans un environnement safe. Donc j'ai 3 points clés qui racontent ça. Premier point, personne ne comprend tout à 100%. Alors ça, il faut vraiment qu'on arrive à désacraliser un peu la connaissance des développeurs. Bien sûr, il faut savoir connaître les produits qu'on design, mais sachez que des développeurs qui travaillent sur le même produit depuis 10 ans, ils ne connaissent pas tous les cas d'usage en fait. Il y a des cas d'usage qu'on ne sait pas, il y a des erreurs qui pop qu'on ne connaît pas forcément, on ne se souvient pas, parce que un produit, ce n'est pas construit par une personne, mais par toute une autre personne et plein de métiers différents. Donc c'est normal de ne pas tout comprendre, on ne vous demandera jamais de tout comprendre. Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on a besoin de comprendre à notre niveau. Donc, on désacralise ça. Deuxième point, ils savent que je ne sais pas, parce que je ne mens pas à l'entretien. Parce qu'en fait, ils ont bien vu que sur mon CV, il n'y avait pas écrit que ça faisait 15 ans que je bossais dans le cloud, parce que c'est faux. Donc en fait, il faut savoir que les designers, ou même d'autres corps de métier qui ont été recrutés avant vous, la plupart n'avaient pas la connaissance nécessaire pour faire du milieu, par exemple.
Et donc en fait, il n'y a pas de souci, parce qu'on vous a recruté pour des compétences qui vont au-delà du secteur. On vous a recruté, par exemple, un designer, on m'a recruté parce que je connaissais des logiciels spécifiques ou parce que je fitais bien, je correspondais bien à ce qu'ils cherchaient par rapport à la culture de l'entreprise, par exemple. Donc ça va beaucoup plus loin que juste la connaissance technique. On vous a recruté, moi dans mon cas, on m'a pas recruté pour être développeur, on m'a recruté pour être designer. Et c'est ça que je dois faire. Et ça, je sais déjà le faire. Parce qu'en fait, même si c'est un produit, un service qui est très complexe, avec c'est très technique, en fait, y a des fondamentaux dans le design et dans n'importe quel corps de métier qui font qu'on arrive à se repérer quand même. Parce que aussi, un designer, ça arrive, comme je vous disais juste avant, ça arrive pas seulement pour des compétences forcément techniques, ça arrive aussi parce que ça va remettre en cause les process de design, ça va aussi faire, par exemple, nous en design, on fait des composants pour construire des pages. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le milieu dans lequel on design. Du coup, on n'est jamais vraiment perdu. Tout ce qui nous manque, c'est une connaissance technique du milieu. Donc, notre métier, on le connaît. Donc là, on s'est un peu rassuré. On est toujours un peu paniqué, mais on s'est rassuré. Là, il faut vraiment qu'on se mette, il faut qu'on comprenne les basiques. Parce qu'il faut vraiment qu'on commence à concrètement travailler, faire de la production. Et donc pour ça, petites astuces. Trifouiller, c'est un mot formidable. Il faut trifouiller et comparer les pages clés de la console. Donc déjà, le mot console, non, ce n'est pas une console, comme ça. C'est ça. Donc en gros, ce qu'on appelle la console chez nous, c'est l'interface visuelle, c'est notre site internet en gros. C'est là où on a un peu notre catalogue de tous nos produits et services. C'est là où nos utilisateurs ils vont acheter des ressources, ils vont les configurer selon leurs besoins. C'est aussi là qu'ils gèrent un peu leurs accès, c'est leur tableau de bord. Donc moi, c'est là où j'interviens. Et donc, ce que je vous dis, c'est de parcourir les pages clés. Donc moi, en tant que designer, il y a des pages que je connais. Donc par exemple, une page profil, une page inscription. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Donc ça m'a permis de me rassurer et de voir un peu comment on faisait par rapport à ce que je connaissais en termes de fondamentaux. Ensuite, j'ai cliqué et testé partout. Alors là, il faut faire n'importe quoi. Faut chercher les types d'erreurs qui puissent arriver, faut regarder tous les composants qu'on utilise, faut essayer de faire 50 éléments dans une seule liste pour voir si la charge, elle arrivait à gérer. Expérimentation totale. Et comme ça nous permet en très peu de temps d'avoir un peu une idée claire une idée un peu macro de comment concrètement les utilisateurs utilisaient nos produits, les types de champs, etc. Et même un peu de la documentation par-ci par-là. Et pour finir, j'ai comparé tout ça un peu avec nos concurrents. Donc très brièvement, je suis allée voir si on utilisait les mêmes termes pour les mêmes fonctionnalités, si y avait des fonctionnalités justement qui manquaient chez nous ou qui étaient chez eux. Et aussi, parfois, on peut un peu aller voir encore plus loin dans les produits en fonction de la connaissance qu'on a, pour voir si même au niveau des champs utilisés, on n'utilisait pas les mêmes composants de champs, genre par exemple des champs texte classiques, comment ils étaient implémentés, etc. Et ça, c'était vraiment la vision macro pour moi en tant que designer. On en est où actuellement? Donc ça m'a déjà un peu rassurée parce que le design, c'est mon langage préféré et c'est ce que je connais. La deuxième astuce, c'est un petit peu concept. Trouver ses phares. Donc pourquoi phares? J'ai une raison. En fait, quand je suis arrivée, je me suis un peu sentie comme un pêcheur sur une mer déchaînée. Donc j'ai besoin d'un phare, j'ai besoin de quelqu'un qui me guide vers la terre ferme, la terre de la connaissance. Et donc pour ça, j'ai cherché des gens autour de moi, pas que dans mon entreprise, qui pourraient m'expliquer un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai cherché exactement? Donc j'ai cherché des gens qui étaient des personnes un peu sociables et surtout des personnes qui adorent partager leur savoir. Parce que dans la tech, il y a des personnes comme ça, elles sont précieuses. Et du coup, j'ai vraiment cherché ça. Souvent, c'est des gens, par exemple, dans la tech, c'est hyper courant, des personnes qui sont aussi qui sont développeurs le jour et aussi professeurs ou conférenciers. Et donc, ils ont peut-être déjà dû vulgariser du contenu à d'autres personnes. Donc ça, parfait pour moi. Et bien sûr, aussi dans la tech, on a pas mal de personnes qui ont des petits blogs. Donc ça, c'est très pratique parce qu'ils ont déjà dû expliquer des choses. Et parfois, on a même des youtubeurs, c'est plus rare, mais ça existe. Donc ça, c'était super intéressant pour avoir vraiment des référents au quotidien. Et ils vont m'aider pour l'étape 3, la petite astuce où il faut qu'on trouve des références qui nous parlent. Donc des références qui nous parlent,
Ça commence par bien sûr demander au phare de l'étape numéro 2. Donc en fait, ils connaissent un peu notre niveau technique et ils savent à quel niveau de vulgarisation on est. Et ça, ils nous permettent du coup de nous donner un peu des références qui vont nous permettre un peu plus de comprendre en profondeur certains produits, parce que bon, je ne peux pas leur demander tous les jours de m'expliquer quelque chose non plus, ils ont un travail quotidien. Et donc là, ça m'a aidé un peu à rassembler quelques médias. Et du coup, d'ailleurs, ces médias-là, il faut choisir son préféré. Parce que j'ai 5 ans et que je déteste lire des gros articles. J'ai écrit un article, mais c'est pas grave. Et du coup, je voulais choisir mon média favori. Donc, par exemple, moi, j'aimais bien, par exemple, une vidéo où il y a même aussi, des fois, des produits qui sont expliqués en BD. Donc ça, vous allez trouver, il y a plein de blogs techniques. On a plein aussi de concurrents, merci les concurrents, qui font des super contenus également. Et il faut choisir un peu son média favori, parce que sinon, vraiment, on va se perdre quand on va devoir comprendre quelque chose, parce qu'on ne sera pas motivé. On commence par là, on se motive, et ensuite, on pourra aller un peu plus loin quand on sera à un niveau un peu moins vulgarisé, par exemple. Et pour finir, cette étape peut prendre un peu de temps, donc ce n'est pas obligatoire, c'est de redessiner ou réécrire ce qu'un phare peut nous dessiner ou ce qu'on peut voir dans les articles. Donc, petit exemple réel, mon phare préféré, mon copain, qui m'a fait un croquis extrêmement complet du partitionnement de disques. Et donc, en m'expliquant, je dessinais un peu, je faisais un petit croquis en même temps qu'il m'expliquait pour que moi, ensuite, toute seule, je puisse comprendre et même ensuite le réexpliquer à ma team. Donc ça, c'est très important parce que je pense que si j'avais juste donné la partie gauche à mon équipe, bon, on est d'accord qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'avancées. L'astuce 4, c'est passer en mode investigation. Donc clairement là, on a plusieurs points d'entrée sur les retours clients. Donc avoir des retours clients, c'est vraiment un des cœurs de mon métier, c'est hyper important. Mais parfois, on a besoin d'en avoir rapidement ou des retours qui sont déjà existants. Donc on a déjà les 2 points d'entrée dans l'entreprise. Donc on a les commerciaux et le service client qui constamment ont des retours clients au quotidien. Et parfois ce retour, eh ben, c'est quelque chose que nous, designers, on peut déjà implémenter, on peut déjà réfléchir sur ça, bien avant que les équipes techniques réfléchissent à une solution plus complexe. Nous, on peut déjà trouver des solutions. Et aussi, on a plusieurs communautés. Donc nous, on a 2 types de sites. Donc on a bien sûr, on utilise Slack, du coup un logiciel. On a un Slack dédié à notre communauté où ils peuvent échanger. Mais on a aussi ce qu'on appelle un site où en fait les utilisateurs peuvent demander des fonctionnalités. Et on a aussi bien sûr nos réseaux sociaux où les gens nous font des petits tweets pour se plaindre ou pour être contents. Parfois ils sont très contents de certains points. Et donc via ces 3 points d'entrée, on a un peu une vision d'ensemble sur l'état actuel, qu'est-ce qu'on peut déjà amorcer, qu'est-ce qui revient le plus souvent. Et on peut en parler ensuite en l'équipe design, et même parfois on peut parler sur toute l'équipe produit au global, pour savoir si on est bien dans la bonne direction et ce qu'on peut faire immédiatement. Donc là, on a des petites bases. Ça dure un peu longtemps, ça dépend des gens, mais on a de la connaissance, mais il faut quand même qu'on puisse travailler sur le long terme, parce qu'on n'a pas non plus tout notre temps pour faire de la recherche sur ce qui se passe. Il faut qu'on produise, les clients, ils attendent quelque chose. Du coup, comment on fait pour structurer tout ça et travailler sur le long terme? Donc déjà, les process, c'est la vie. No process, no life. Donc c'est quoi un process concrètement? Je vais vous en donner, il y en a plein, mais je vous donne un peu des essentiels chez nous. Donc on a ce qu'on appelle des critères d'acceptance. Des critères d'acceptance, en gros, c'est une to-do list qui fait que quand on me donne une fonctionnalité ou un produit à designer, en fait, j'ai une to-do list de fonctionnalités clés qu'il faut absolument avoir à la fin du projet. Et donc ça permet qu'en plein milieu du projet, on ne nous donne pas de nouvelles fonctionnalités bonus comme par magie. Et ça permet aussi de garder un peu une ligne droite sur ce qu'on doit faire et ce qu'on doit livrer à la fin. Donc ça, c'est hyper utile. Ensuite, on a le fait de narrer l'usage. Donc parler via un parcours. Parce que si on me dit la fonctionnalité, c'est ça, ça ne m'aide pas. Ce qui va m'aider, c'est comment l'utilisateur va utiliser ce produit ou cette fonctionnalité. Il faut me raconter une petite histoire, en fait, pour me dire un peu par où il va passer. Et ça peut ensuite me permettre de savoir, par exemple, les points possibles de frustration dans son parcours. Et là, il faudra porter beaucoup d'attention sur ces points, parce que là où l'utilisateur, s'il est frustré, il ne reviendra pas pour utiliser cette ressource. Donc ça, c'est très intéressant. Et bien sûr, avoir des rituels, donc des réunions régulières avec toutes les parties prenantes du projet.
Parce qu'il faut savoir que des retours anticipés, c'est moins d'itérations futures, c'est du temps gagné. Et le temps gagné, c'est essentiel dans ces milieux parce qu'on passe beaucoup de temps à comprendre la partie technique plus complexe et il nous faut du temps pour innover et vraiment apporter quelque chose aux besoins utilisateurs. Astuce 6, qui est plus un rappel, il n'y a pas de questions bêtes. Donc voici une image réelle de ma première présentation produit. Donc je n'avais rien compris. Donc plus jamais ça. Et pourquoi plus jamais ça? Parce qu'en fait, au début, on comprend un peu la base, mais il y a toujours plein d'éléments clés, souvent des fonctionnalités entières qu'on n'a pas vraiment saisies, on n'a pas vraiment compris l'usage. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est au bout de quelques temps, et même peut-être immédiatement, il ne faut pas hésiter à redemander une présentation avec les responsables. Donc, moi, clairement, au bout de je ne sais plus combien de temps, j'ai eu récemment, par exemple, en fait, des nouvelles collègues. Elles ont tout de suite leur présentation produit. Et je me suis dit, bah, tant pis, j'y vais quand même si on me prend pour une ignorante, j'y vais quand même. Et ben, c'était super. J'ai compris beaucoup plus facilement plein de petits détails que je n'avais pas bien saisis au début. Mes collègues, en plus, ça pose d'autres questions qui amènent à d'autres questions plus intéressantes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Le pire, c'est faire semblant de savoir. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. Et dernière astuce, parler avec les mêmes termes. On oublie souvent ça, mais je vais vous donner un petit exemple illustré. Si on me dit qu'un client a besoin d'un couvert, et ben en fait, y a des personnes qui vont penser à une fourchette, un couteau, une autre personne va penser à une cuillère immédiatement, et il y a une autre personne qui va peut-être penser à des baguettes. Parce qu'on ne s'est pas aligné sur ce qu'était un couvert dans le projet. Et donc ce qui arrive, c'est que moi, je design pendant 2 jours quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on devait avoir, parce qu'on ne s'est pas aligné sur ce que représentait le mot et ce qu'il décrivait. Dans la tech, ça arrive très souvent, et même dans d'autres métiers, il y a des fonctionnalités qui parfois ont des noms différents pour dire la même chose ou l'inverse. Donc vraiment, plus jamais ça. Il faut vraiment, en amont du projet, prendre le temps avec toutes les parties prenantes, de faire une sorte de lexique glossaire qui est partagé à tout le monde, qu'on a tout le temps, tout du long du projet. Comme ça, on sait qu'on parle la même langue. Et c'est très important pour ne pas avoir des itérations inutiles. Mais pourquoi je m'inflige tout ça, vous vous dites? Et pourquoi vous pourriez vous infliger tout ça? Petit point clé. Déjà, vous serez invincible. Parce que clairement, quand toute la journée, vous résolvez des problèmes, vous trouvez des solutions à des problèmes extrêmement complexes, et qu'en même temps, vous arrivez à faire le design, à les produire, à les tester, clairement, tous les autres sujets vont vous paraître beaucoup plus faciles. Donc, c'est vraiment la meilleure école. Aussi, vous êtes entouré d'experts dans le milieu et c'est assez rare au final d'arriver à apprendre en même temps que travailler quand on est adulte. Et en fait, là, ça arrive tous les jours. On apprend tous les jours, encore plus, et on se spécialise. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Mais mon point préféré et le plus important, c'est que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, on est encore dans des milieux où la tech se repose beaucoup sur ses concurrents ou même ses développeurs internes. Ce qui fait qu'au final, il n'y a pas beaucoup d'innovation qui est faite autour de ces produits. Et du coup, c'est là où le design est vraiment important. Et même, je dis design, mais par exemple, la documentation technique aussi est importante. Il y a plein de métiers qui sont importants pour redynamiser ce secteur et surtout innover et vraiment être au plus proche du besoin client et pas juste de ce qui se fait vraiment au quotidien. Il faut innover. Et on est utile. Donc j'espère que cette petite présentation vous aidera à connaître un peu plus comment vous allez vous débrouiller plus tard si vous êtes dans le même cas. Et il n'y a pas de solution miracle, c'est normal, mais au moins j'espère que ça va vous aider un peu à comprendre quelque chose si vous êtes confronté à ce même sujet. Merci beaucoup. L'article complet en anglais, parce que je n'ai pas dit tout en entier. Nous recrutons, offre d'emploi, et mes réseaux sociaux si vous voulez me contacter après. Et donc on va passer aux questions, et je vois déjà une main levée. Est-ce que tu veux un micro peut-être? Ouais, sinon, vous pouvez venir. Alors, par exemple, quand on construit un produit, je vais donner un exemple chez nous, par exemple. Il y a l'équipe design, donc on a un peu alors c'est pas toutes les boîtes qui ont ça, mais on a un peu le système de squad, donc ça veut dire que on a plein de métiers différents qui travaillent ensemble pour livrer un produit. Donc moi le designer, on a product manager, c'est un peu le chef d'orchestre pour réaliser ce produit, c'est un peu le chef de projet, pardon, merci. Project, bref. Ensuite, on a aussi la documentation technique qui est très importante, qui va nous aider à faire mieux comprendre à l'utilisateur via les mots et pas seulement
via le visuel. On a aussi les développeurs, bien sûr, donc ceux qui vont concrètement construire le logiciel, mais on a aussi les développeurs qui vont développer la partie visuelle que moi je design, par exemple. Et on a aussi, je crois que c'est les parties prenantes principales, quand je dis parties prenantes. On a aussi ce qu'on appelle les Product Marketing Managers. Donc en gros, c'est comme un chef de projet, mais plus version marketing. Donc c'est la personne qui va savoir comment on va promouvoir le produit, qui va aussi un peu aider sur la partie sur quel est le besoin derrière, même si c'est aussi le Product Manager qui va beaucoup faire ça. Et on a vraiment une solution de A à Z. Tu as toujours un peu des moments où il y a plus ou moins de personnes qui vont interagir sur ce projet. Parce qu'un projet, c'est pas une personne, c'est toujours une équipe de plein de métiers différents. C'était un peu long comme réponse, mais j'espère que c'était clair. Alors nous, on a plus start-up et développeurs, même carrément en interne, on a un programme start-up où on aide les start-up à décoller grâce à nos solutions d'infrastructure, parce que souvent ils ont besoin d'infrastructure, et aussi les développeurs en général. Donc un développeur, c'est vraiment, il y a plein de métiers en fait avec le développement. Donc il y a DevOps, mais il y a aussi des CTO, donc des chefs techniques dans leur boîte, etc. Donc c'est assez large. Et c'est entreprise et particulier, c'est les deux. Tu peux rajouter quelque chose si tu veux, James? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors mes études, j'ai pas fait des études très connues, je le dis tout de suite. Alors moi à l'époque, j'avais fait un bac art appliqué, donc c'était directement art et design. Ensuite j'ai fait un BTS design graphique ou option multimédia, donc c'était à la fois du web mais à la fois du print aussi, donc flyer. C'était assez large. Ensuite, j'ai fait une licence web professionnalisante. Donc là, elle était beaucoup plus ancrée sur le web design. Et ensuite, j'ai fait un an d'UX design. Donc j'ai fait un an d'études sur l'expérience utilisateur, comment on arrivait à recentrer l'utilisateur au centre de nos besoins, de nos projets. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des petites formations aussi liées avec l'entreprise, etc. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question. Les logiciels. Alors, le logiciel, en tout cas, en tant que designer, actuellement, on utilise Figma, qui est très connu, très populaire, bonne communauté, ce qui est très important pour un logiciel design. Il faut qu'il y ait une communauté derrière qui soit active. Pas mal de plugins aussi à rajouter par-dessus le logiciel pour faciliter le travail. Nous, on utilise ça. Après, je ne suis pas rémunérée pour... Mais généralement, c'est beaucoup plus rapide. Il y a Sketch aussi qui existe. Mais moi, en ce moment, je préfère Figma quand même parce que c'est quand on a beaucoup de pages, etc., c'est quand même plus rapide, on va dire. Et aussi, c'est un poil plus intéressant quand on est dans un système vraiment de produits. Mais après, ça dépend des boîtes. Il y a aussi Adobe XD, etc. Il y a plein de logiciels. C'est bon. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, en fait, mais... Non? Est-ce que quelqu'un veut chanter devant tout le monde? Eh ben, on est bon. N'hésitez pas, en tout cas, à me contacter si vous avez d'autres questions sur le cloud, même si je vous redirigerai vers d'autres personnes. Si vous avez des questions sur mon métier, sur ce qu'on fait à Scaleway, ou si vous êtes intéressé par la tech en général, ou les femmes dans la tech, eh ben, n'hésitez pas. Mes réseaux sociaux, ils sont là. Et n'hésitez pas. Petit article. Merci.